Bonjour. Qui est qui? Et pourtant, il était bien parti. C'est vrai que les casques à l'époque étaient quand même assez aléatoires, mais fallait lui montrer. Bon, merci, vous les avez reconnus. Emmanuel Faber, Martin Fourcade, merci d'être parmi nous ce soir. Alors, je vais refaire vos palmarès respectifs. Alors, Emmanuel Faber, tu es né à Grenoble en 64. Tu as grandi dans les Hautes-Alpes. Après un début de carrière dans les cabinets de conseil et de banque d'affaires, tu as pris la direction financière d'une première entreprise cotée, je crois, à 29 ans. Puis celle de Danone, entreprise que tu as fini par diriger entre 2017 et 2021. Après une très brève période de jachère, c'est comme ça que tu l'avais évoqué, tu as été nommé à la tête de l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board, qui est l'équivalent de l'ESG américain, dont on va reparler. Mais tu es aussi, on le sait, l'un des HEC les plus célèbres de l'histoire depuis ce fameux discours de 2016, qui a été vu apparemment plus d'1 milliard de fois. Et puis sur LinkedIn, tu es aussi un grimpeur, un rock climber, écris-tu, on va en reparler aussi évidemment. Martin, toi, ton truc apparemment, c'est plutôt le biathlon. Tu es originaire des Pyrénées. Quintuple champion, alors c'est très long, j'ai résumé. Quintuple champion olympique de biathlon, 7 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, 13 fois champion du monde. Tu as également tout un tas de records accumulés en 14 ans de carrière à laquelle tu as mis fin en 2020. Depuis 2018, tu présides la commission des athlètes des JO de Paris 2024 et depuis l'année dernière, tu es à la commission des athlètes du CIO. Sans oublier le Martin Fourcade Nordic Festival que vous connaissez probablement et qui va faire sa 5e édition cette année, en septembre, à Annecy. Voilà. Alors, ça vous a pas échappé, nous sommes à la soirée Enfance et montagne, donc je pensais vous commencer à vous poser des questions sur votre enfance à la montagne. Et voilà, d'où vient, racontez-nous un peu, Martin, on va commencer par toi, d'où vient ton attachement à la montagne? Où est-ce que tu as grandi? Voilà. Alors, moi j'ai grandi dans les Pyrénées-Orientales, un petit village qui s'appelle Layagonne, proche de la station de ski de Font-Romeu. Puisqu'on est sur une soirée qui est sous l'égide des écoles du ski français, je suis très fier d'avoir grandi dans une famille de 5 personnes. Ma maman, mon papa et mes 2 frères. Et parmi ces 5 personnes, 4 sont moniteurs de ski. Donc voilà, c'est plutôt un bon score. Tout le monde m'entend bien avec le micro? Ouais. Et la montagne fait partie de ma vie. J'ai grandi à 1800 mètres d'altitude. Je suis rapidement parti des Pyrénées pour rejoindre d'abord le Vercors, puis le Jura, puis le Vercors, puis la Haute-Savoie aujourd'hui. Donc j'avais le plaisir sur les courses des championnats de France d'être encouragé non seulement par les Pyrénéens, mais aussi par la suite par d'autres massifs. Et la nature fait aujourd'hui aussi beaucoup de partie de ma vie, et la montagne en l'occurrence. Je passe beaucoup de temps sur les skis. Oui, tu continues de la pratiquer, c'est ça? Comment tu la pratiques aujourd'hui, maintenant que tu as raccroché ta carabine? Alors j'ai bien aimé la position d'Eric tout à l'heure, où il y a de la neige, où il n'y en a pas. Et donc moi, ça ne fait pas beaucoup de différence. S'il y a de la neige, bien sûr, je suis sur les skis. Et s'il n'y en a pas, je suis en train de marcher, de faire du vélo. Voilà, beaucoup de sports d'endurance. Mais une pratique qui est en tout cas assez variée, en famille, entre amis, en couple. Plaisir maintenant. Voilà, et une pratique qui est désormais plus qu'une pratique plaisir et qui n'est pas du tout liée à la compétition. Merci Emmanuel. Alors toi, avec une enfance dans les Hautes-Alpes, on sait que tu as un attachement très viscéral aussi à la montagne, et notamment à l'escalade. Oui, pardon. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ne pas casser le matin. Merci, pardon. Ouais. Oui, désolé, je ne veux pas faire tâche. Moi, je suis un provincial des Alpes, grandi dans les Hautes-Alpes, dans le 05. La montagne, pour moi, ça démarre avec les JO de 68. J'étais sur les épaules de mon père. Ça continue avec des petites stations des Hautes-Alpes où j'étais aussi sur les épaules de moniteurs en pull rouge pour monter les téléskis pour lesquels j'étais encore un peu trop léger.
C'est des toutes petites pistes, des toutes petites stations avec de la paille sur les téléskis et de la bouse de vache qui sort au printemps là en dessous avec les crocus en dessous de la neige. Et puis je me suis mis à faire un peu de compète en universitaire. Je ne me suis jamais beaucoup approché des moniteurs dans la famille. C'est peut-être moi qui ai eu le plus de chances de l'être, mais ça s'est arrêté juste avant le premier degré de monitorat à Montgenèvre. J'étais en prépa, j'arrivais pas à tout faire. Je n'ai jamais fait de montagne et de ski autrement que pour mon plaisir, mais c'est plus qu'un plaisir pour moi, c'est une philosophie de vie. Je vis en montagne intérieurement, quand je ferme les yeux, j'y suis. Et la montagne part avec moi. Il y a un haut alpin qui a écrit un bouquin, Lionel Daudet, qui est un alpiniste super, qui a écrit un livre qui s'appelle La montagne intérieure. Ben voilà, moi c'est là que je vis. Et aujourd'hui, pendant tes années Danone, pour ceux parmi vous qui ont lu le livre Ouvrir une voie, tu racontes combien l'escalade était une soupape pour évacuer la pression et aussi te rappeler un petit peu ce qui était essentiel. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport à l'escalade et comment ça t'a aidé à la fois dans ta vie et dans ton management, dans ton leadership ? Ouais, moi j'ai découvert l'escalade un peu plus tard avec les copains à 13-14 ans dans le village. On allait grimper au-dessus. Et puis ensuite en terrain d'aventure en montagne, en Alpi. Et puis j'ai continué à en faire de plus en plus en falaise en fait, parce que la montagne, quand on a un métier où on fait le tour du monde 2 fois par mois, c'est compliqué. Il y a la marche d'approche, il y a l'aléa météo, il y a plein de choses. Donc c'est resté surtout, c'est devenu du ski de rando l'hiver et l'été, en fait toute saison, de la grimpe plutôt en falaise. Le quart sud-est, pour ça, il y a tout ce qu'il faut. Depuis, et y compris d'ailleurs le Massif central. Oui. Y compris depuis le Massif central, la dent de la Rancune, etc. Mais ouais, la grimpe, pour moi, c'est un rapport à l'essentiel. C'est-à-dire que je ne peux pas être ailleurs et je ne peux pas avoir juste une partie de mon cerveau qui travaille, le reste assis tranquillement dans un fauteuil. Quand tu grimpes, si tu n'es pas complètement présent à ce que tu fais, tu tombes. La sanction est immédiate. Tu ne peux pas te mentir à toi-même non plus. On ne peut pas se penser plus fort qu'on ne l'est. Et puis... Et donc, pour moi, c'est vraiment très, très intégratif de grimper. C'est une forme de complétude, de plénitude dans laquelle, finalement, je suis relié au tout petit. C'est les quelques centimètres d'une prise, les prochains mètres et comment on imagine se projeter dans ce futur. Et puis, c'est l'immensément grand de la montagne, du ciel au-dessus, du vide en dessous, 100, 200, 300, 400, 500 mètres. Et puis aussi, c'est une aventure d'amitié et de relations qui sont incroyables. Moi, je grimpe quasi pas en solo. Donc, tu as un nœud en 8 de part et d'autre, tu as une corde entre les deux. Et ce lien de la corde, pour moi, c'est juste incroyable. Parce que tu n'as pas de faux semblants, quoi. De nouveau, la vie dans la vallée, c'est une vie dans laquelle tu as des compromis. Tu as parfois même des compromissions. Il y a des gens qui tiennent et des gens qui ne tiennent pas. Là, le copain ou la copine au bout de la corde, tu lui confies ta vie, et réciproquement. Donc il y a un lien humain, c'est une aventure humaine, une cordée, c'est vraiment une cordée, quoi. C'est pas la cordée, elle passe au mieux de comment les deux sont. Nous, il nous arrive très souvent de grimper en réversible. On aime plutôt grimper en tête, je pense, mais c'est aussi parce qu'il y a des terrains sur lesquels l'un ou l'une est plus à l'aise que l'autre, et on sait ça, et on s'écoute, et voilà. Donc cette aventure, je suis beaucoup trop long, hein, j'arrête. Ah bon, d'accord. Cette aventure, moi, je viens y repuiser. Je viens y repuiser de l'énergie, je viens y repuiser de la vérité. La montagne te renvoie. Laurent le disait tout à l'heure, quoi. Il y a une forme, je ne sais même pas si c'est d'humilité, c'est juste de réalisme, quoi. On est juste tout petit, on est toléré là-haut, tu vois. C'est pas fait pour nous, hein, et donc, ouais, c'est des explorations incroyables, incroyables. Et tu dis notamment dans ton livre, grimper c'est du leadership, le pouvoir c'est du statu quo. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le leadership justement ? Tu grimpes pas s'il n'y a pas d'intention. C'est dur, ça peut être risqué, tu vois. Tu es au-dessus de ton. Je parle en tout cas de grimper en tête, quoi. Hein, c'est-à-dire,
tu places tes points, mais une fois que tu es au-dessus de ton point, moi, il m'est arrivé, j'ai pris une grosse chute d'une dizaine de mètres au mois de mai dernier, j'ai mis du temps à m'en remettre, ma cheville. Ouais, quand tu es 3-4 mètres au-dessus de ton dernier point de protection et que ça marche pas, faut assumer les conséquences. Et donc, sans une intention d'y aller, l'idée que la sortie est vers le haut, la curiosité d'aller voir, il y a une prise de risque, il y a un engagement. On peut appeler ça comme on veut. Moi, je le rapproche du leadership parce que je pense que c'est un des éléments du leadership. Je pense qu'il y a autre chose dans le leadership par ailleurs. En tout cas, dans des grandes organisations collectives, il y a vraiment autre chose qui est la question de se connecter à du sens. Mais ça marche aussi dans une cordée d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de... Le leadership, c'est de désigner et d'incarner une vision et un narratif auquel d'autres viennent s'agréger, non pas en le faisant parce que c'est le tien, mais en le faisant parce que ça devient le leur, parce qu'ils s'y reconnaissent d'une façon ou d'une autre. Donc je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de leader. Je pense qu'on a des moments de leadership. Il y a des... Voilà, mais ouais, c'est ça. Donc le leadership, c'est mouvant. Alors que le pouvoir, c'est du statu quo. Le pouvoir, il t'est donné en vertu de, je sais pas quoi, qui me sont conférés. Voilà, tu as un mandat, c'est signé, ça dure X. Et je dis pas, c'est nécessaire, on ne sait pas très bien comment travailler sans ça, hein. Mais ça porte en soi un très très gros risque de statu quo. Et c'est pour ça que dans ce petit discours à HEC, j'ai dit assez candidement à tous ces gens qui s'apprêtaient qui avaient du coup un diplôme dont moi j'ai découvert moi-même la puissance qu'il avait de transformation du réel dans la finance, dans le business, qu'il allait falloir lutter contre ces addictions que sont le pouvoir, la gloire et l'argent. Et la montagne, elle te remet bien là où t'es, quoi. Alors là où vous êtes aujourd'hui, donc vous êtes tous les deux à peu près dans votre deuxième vie, bien que pas aux mêmes âges. Toi, Martin, donc maintenant tu es au comité des athlètes du CIO. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton rôle et comment entends-tu peser en tant que président t'es président du comité des athlètes? Alors j'ai été élu au CIO en février dernier. Un membre du CIO, c'est pour faire simple, c'est un membre du conseil d'administration du CIO. Et donc du coup, on est 87 membres de diverses nationalités et on est là pour donner les grandes orientations du mouvement olympique, que sont le choix des sites, que sont élire le président, voilà, un peu comme tout administrateur. En parallèle de ça, il y a la commission des athlètes du CIO. Et là, c'est plus se positionner sur les besoins, les aspirations des athlètes dans le mouvement olympique. Quelle position, quel rôle, quel futur on imagine pour les athlètes. Et c'est assez intéressant parce que c'est des sujets qui sont très conceptuels. Là où, par exemple, sur Paris 2024, avec la commission, on est extrêmement dans le pratique de comment faire pour que le village olympique corresponde aux besoins des athlètes. Au contraire, avec le CIO, on est sur quelque chose qui est un peu moins matériel. Décisionnel aussi. Et qui est assez enrichissant et qui nous projette aussi sur pas mal de questions. On va en parler ce soir, mais comment on fait pour concilier les enjeux? Alors justement, allons-y. Oui. Quelles sont les réflexions qu'il y a aujourd'hui au sein du CIO? Notamment, je pense à ce moratoire qui a été décidé il y a assez peu de temps sur les JO de 2030. Avec un doute en fait sur la destination. Alors je crois que c'est Vancouver, Sapporo et Salt Lake City. Et donc là, vous avez décidé d'attendre et de voir comment la situation climatique évoluait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles sont les réflexions à ce niveau-là? Alors oui, il y a 4 villes aujourd'hui, tu as oublié Barcelone, qui sont candidates pour accueillir les Jeux Olympiques. Il y a une décision qui a été prise de repousser la décision pour justement pouvoir réfléchir à l'avenir des Jeux Olympiques d'hiver notamment. Il y a une réflexion autour d'une rotation qui est envisagée. Le constat, il est simple aujourd'hui, aux 4 coins du monde, on a des infrastructures qui permettent d'accueillir les Jeux Olympiques. On sort d'une série Sochi, Pyeongchang, Pékin, qui a été un peu compliquée à expliquer en tout cas en termes de choix de la part du CIO, et je crois que ce message-là, il a été clairement compris, et aujourd'hui
il y a la volonté de ne plus construire d'éléphants blancs, la volonté de ne plus partir de zéro pour construire un projet olympique, et que les Jeux s'adaptent à une population et non pas que ce soit l'inverse. Et donc cette décision d'attendre et de réfléchir au futur des Jeux olympiques d'hiver, elle vient de ce constat-là, et la réflexion autour d'une rotation de quelques sites olympiques qui pourraient se partager les JO pour une prochaine décennie, elle n'est pas exclue. D'accord. Merci Emmanuel. Toi, tu présides désormais l'ISSB. Est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement de quoi il s'agit ? Oui, juste avant, je regardais Martin, mais j'ai vu, donc du coup, je vous signale qu'ici, il y a Sophie Guignard qui anime cette... Avec mon papy. Je ne sais pas si ça se voyait, j'étais assis avec ton papy, qui du coup était moniteur. Qui était moniteur, oui. Et ben voilà. Bouclé. Ouais, la boucle est bouclée. Ouais, c'était le début. Ouais. Il est moins utile, visiblement. Mais il y avait un sourire. Hein, c'est tout aussi efficace. Il y avait la joie, c'était ça. Ouais. Ouais, International Sustainability Standard Board. Donc, en fait, en 2015, COP21, à Paris, les accords de Paris sur le climat, la cible zéro émission en 2050 pour tous les signataires, 190 pays. 2 ans après, le G20 met le climat à son agenda en 2017 et confie à son fonds de stabilité, qui ultimement est régulé par le comité de Bâle. Le comité de Bâle, c'est ce qui fabrique les ratios de rentabilité, de solvabilité, de liquidité bancaire. Et ça est régi par un truc qui s'appelle le Financial Stability Board du G20, qui prend le climat et qui commence à travailler sur le sujet en disant le climat en fait représente un risque systémique pour l'économie, pour la finance mondiale, de même que, je sais pas, l'inflation et d'autres sujets. Et commence à dire il faut mettre des normes en place sur les marchés financiers pour qu'on ait la transparence sur les risques climatiques qui sont présents dans les modèles économiques des entreprises que financent les marchés financiers et que financent les banques. Et de fil en aiguille, après des consultations variées avec le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis et tout un tas de choses, est annoncé à la COP26 à Glasgow il y a 1 an et demi la création d'un organisme chargé, à côté des normes internationales de comptabilité, qu'on appelle les IFRS, qui sont appliquées partout en Europe et dans 140 pays, un conseil de création de normes non comptables, en particulier sur le climat, mais pas que sur le climat. Voilà. Et moi, j'étais dans la salle à la COP26 quand tout ça a été annoncé. Et ils sont venus vers moi et m'ont dit on aimerait bien que tu prennes la présidence de ce truc-là. Moi, j'étais plutôt parti pour faire du ski de rando cet hiver-là. Mais ouais, ça fait 15 ou 20 ans que je me bats pour que les modèles de business pivotent en prenant en compte les éléments environnementaux. On est allé super loin avec l'entreprise que je dirigeais, puisqu'on a même, on a d'une certaine façon innové dans la comptabilité, puisqu'on a présenté un bénéfice net de 2 milliards et quelques d'euros à partir de 2018-19, qu'on a ajusté de la charge du coût caché dans le business model de l'entreprise, du carbone qui était extrait par l'agriculture intensive à laquelle nous avions indirectement recours, pour montrer à nos actionnaires que si on leur versait un dividende avant de remettre le carbone dans le sol, il y a un moment, ce dividende s'arrêterait, parce que ça ne durerait pas. Au bout d'un moment, si tu sors le carbone du sol, il n'y a plus de santé des sols, donc il n'y a plus d'agriculture. Donc il faut le remettre dans le sol. Ça s'appelle l'agriculture régénératrice. Mais ça coûte de l'argent. Donc on avait fait ça. Ça donnait quoi sur le bilan quand vous C'est avez la moitié. C'est la moitié. C'est 1 milliard. Grosso modo, si on versait plus d'1 milliard de dividendes sur les 2 milliards d'euros chaque année, on entamait le capital du sol de l'entreprise à horizon 10, 15, 20 ans, selon les endroits. Tu vois. On était très présents aux États-Unis. Il faut savoir, aux États-Unis, une rivière comme le Colorado est tellement surutilisée par l'irrigation
et la surirrigation due au fait que quand tu n'as plus de carbone dans le sol, tu n'as plus de structure du sol. 70% des sols sont dégradés aux États-Unis, les sols agricoles. Donc l'eau ruisselle. Donc tu utilises de plus en plus d'eau. Le Colorado ne se jette plus dans le golfe de Californie. Le Colorado, qui parcourt des milliers de kilomètres, n'arrive plus à la mer. Et quand il passe à la frontière au Mexique, qui passe à Yuma, qui passe des États-Unis au Mexique, il y a une usine de dessalination parce qu'il a été tellement pollué par l'agriculture intensive qu'il n'est plus propre à la consommation. Donc tu as une usine de dessalination. Puis après, au Mexique, il meurt. Donc c'est ça le Colorado. Donc c'est l'agriculture de demain, parce qu'avec le changement climatique, ça ne va pas s'arranger. Toi, qui aurait prévu que... Moi, je suis basé à Francfort. Le siège mondial de ce truc-là est à Francfort. Qui aurait prévu que le Rhin, l'été dernier, pour une simple canicule de 3 mois, baisse de niveau au point qu'il faille arrêter toutes les barges sur le Rhin. Le Rhin traverse 6 pays en Europe. On les met dans un coin. On va en chercher partout par des canaux pendant 1 mois, des 3 fois plus petites, avec un tirant d'eau qui permet malgré tout de passer et de reprendre les supply chains qui vont jusqu'au port livrer le reste du monde. Donc, avec une inflation sur les coûts de transport qui est directement liée à un effet immédiat d'un événement climatique qui n'est qu'annonciateur de choses auxquelles il faut se préparer dans le long terme. Donc cette question de la prise en compte des risques et de la transparence dans les business models des entreprises et de l'économie, de la macro et de la microéconomie, elle est fondamentale si on veut financer cette transition. Aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui permette de le faire. Donc on a démarré, l'Europe a démarré, on est en train de faire l'interopérabilité entre les normes mondiales et les normes européennes, de sorte que, je fais 2 phrases de plus, de sorte que demain, aujourd'hui une entreprise fait un avertissement sur résultat, on appelle ça un profit warning. Son cours de bourse baisse, le conseil d'administration est convoqué, on discute, c'est la panique. Demain, une entreprise qui fera un climate warning, parce qu'elle est en retard sur les objectifs qu'elle s'est fixés pour décarboner son industrie, son business verra de la même façon son cours de bourse baisser, parce que son coût du capital sera perçu comme plus risqué et augmentera. Je veux juste dire que quand je dis demain, c'est en réalité aujourd'hui. La Banque Centrale Européenne a fait tourner des tests de stress sur les 34 plus grandes banques européennes au mois d'octobre, enfin depuis 6 mois en fait, sur des scénarios climat. Je me projette à 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est quoi vos risques ? Vos risques physiques, il y a moins d'eau, il n'y a plus de déforestation, il y a plus tout un tas de trucs qui ne vont pas, c'est plus chaud, je sais pas comment, bref. Il faut arrêter les centrales nucléaires parce qu'il fait trop chaud en France, sur le Rhône, comme c'est passé l'été dernier. Bon, voilà. Donc c'est quoi vos risques physiques et c'est quoi vos risques de transition ? Si l'Europe dit on veut réduire les émissions de carbone d'ici 2030 de 55%, c'est ça, Fit for 55 en Europe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gouvernements vont se tourner vers les entreprises et leur dire bon, vous faites quoi là ? Parce que nous, les gouvernements, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc il va y avoir des lois. Et donc, si vous faites du charbon en Pologne, après la crise de l'Ukraine, peut-être qu'il faudra arrêter d'en faire. Quand vous allez fermer votre mine, ça va coûter combien ? Si vous ne l'avez pas prévu, est-ce qu'il ne faut pas le provisionner dans votre bilan ? Donc, elle fait ça, la Banque centrale. 34 banques font leurs tests. Il y en a une demi-douzaine qui n'ont pas passé le test. Soit que les résultats étaient vraiment pas bons, soit que le processus n'était vraiment pas probant. Elle a annoncé qu'elle augmentait immédiatement son coût de refinancement, une prime de risque climat sur ces établissements bancaires-là. Donc ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, le changement climatique va complètement changer les avantages concurrentiels des économies. Et c'est vrai pour les entreprises, et c'est vrai pour les régions, c'est vrai pour les territoires, c'est vrai pour les pays. C'est évidemment un risque pour l'humanité. Mais ensuite, ceux qui s'y prépareront le mieux auront une chance d'être plus résilients à la sortie. Et donc, nos normes, elles vont servir. On les termine sur le climat, on a travaillé pendant 1 an, là. Elles seront prêtes en juin, applicables l'année prochaine, pour ceux qui le souhaiteront. Et on ne va pas parler de ça maintenant. Mais ça va commencer à mettre en place cette transparence qui va permettre à la finance de mettre un prix sur les risques climat et ses opportunités. Toi, Martin, est-ce qu'au sein du CIO, il y a ce genre de réflexion déjà ? Est-ce que l'impact environnemental,
des activités, et notamment des sports d'hiver, est pris en compte dans les décisions, pas que environnementales, mais aussi financières? Parce que, bon, je pense évidemment à l'exemple du Grand Bornand cet hiver, quand on voit ces camions qui acheminent de la neige, même au-delà de l'aspect environnemental, on se dit il y a un coût à ça, donc ça va devenir peut-être insoutenable à tous les niveaux. Est-ce que, enfin, voilà, comment vous envisagez maintenant ces questions au sein du CIO? Alors sur l'opérationnel dont tu parles, c'est plus les fédérations internationales qui en ont la charge. Bien sûr qu'au niveau du CIO, il y a une prise en compte très forte de ces enjeux-là. C'est avant tout un enjeu populaire. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les Jeux Olympiques, c'est un événement qui est extrêmement exposé et que l'acceptabilité sociale de ces événements, elle tient parfois à peu de choses. On l'a vu au Grand Bornand, où il suffit que quelques médias mettent en lumière quelques incohérences de nos industries, mais qui font partie aussi des choses qui parfois sont nécessaires pour maintenir un événement, en l'occurrence le Grand Bornand, pour que ça prenne des proportions totalement surdimensionnées. Bah oui, le CIO est extrêmement sensible à ça et a bien compris que les Jeux Olympiques d'hier ne sont pas ceux de demain, parce qu'ils ne seront plus acceptables. Et je crois qu'on l'a encore vu avec la Coupe du Monde de foot au Qatar. Bien entendu que quand il y a un événement qui fait autant polémique qu'on t'a parlé, il y a une prise en compte derrière sur quel modèle on veut pour demain et quels événements on veut pour demain. Et c'est ça qui motive un petit peu, qui a motivé la décision du moratoire, parce qu'on imagine que le CIO, effectivement, il y a des enjeux politiques, médiatiques, populaires, comme tu le dis, et économiques. Tout ça ne va pas forcément dans le même sens. Comment on arrive à faire avancer quand même les discussions au sein d'une organisation pareille? Non, c'est sûr que c'est des enjeux qui sont souvent bien différents. Moi, en l'occurrence, j'ai la chance de pouvoir me focaliser sur les enjeux des athlètes. Donc ça ne veut pas dire que je mets les autres enjeux totalement de côté. Et tout est en interaction et tout est lié. Mais bien souvent, les athlètes subissent. Et on l'a vu encore une fois au Qatar avec la Coupe du Monde de foot. Les athlètes subissent de manière populaire des décisions qu'ils n'ont pas prises. Il n'y a aucun athlète qui a jamais voulu aller jouer la Coupe du Monde de foot au Qatar. De la même manière, et le président de la Fédération française de ski pour associer à moi, qu'il n'y avait aucun athlète qui souhaitait aller faire les Jeux Olympiques à Pékin, en Chine. Voilà, c'est des décisions qu'on subit. C'est le boycott a bien trop souvent montré que c'était que celui qui boycottait était souvent le sacrifié de l'histoire. Et donc oui, on se prépare depuis 4 ans pour un objectif. On a forcément tous une sensibilité, des considérations, mais on est aussi là pour faire notre travail, pour réaliser notre rêve, et on est parfois dans une Contradiction. les contradictions font aussi partie, mais j'écoutais Emmanuel tout à l'heure qui nous parlait de son expérience chez Danone en faisant 2 fois le tour du monde par mois. Et je me demandais à quel point c'était conciliable avec les valeurs que tu sembles défendre dans ta com. Et finalement, c'est des contradictions auxquelles on se retrouve tous confrontés. Pas plus loin que ce matin, prendre la voiture pour faire 2 heures, pour aller faire un sommet dans les Bauges que j'avais jamais fait. Oui, ça interpelle, oui, ça pose question, mais tant mieux. Et j'ai bifurqué sur la Coupe du Monde du Grand Bornand. Je suis en total désaccord avec les arguments qui ont été avancés par les écologistes. Par contre, je considère que leur cri d'alerte, leur cri d'alarme est nécessaire. Ils vont nous permettre de nous poser des questions. Certaines vont aboutir, et le comité d'organisation du Grand Bornand va mettre en place des choses pour s'améliorer. Et puis certaines sont juste là pour faire du bruit et pour faire parler d'eux. Donc voilà, moi je considère vraiment que ces lanceurs d'alerte, que ces activistes extrémistes, ils sont nécessaires pour faire avancer le débat, tout en considérant que là sur l'exemple du Grand Bornand, la polémique qui a été mise en place était totalement stérile, totalement infondée, totalement... voilà, donc c'est toujours à la fois ça fait avancer le débat, mais il faut aussi savoir raison garder et savoir de quoi on parle. En l'occurrence, pour le Grand Bornand, on parlait de 3000 litres de gasoil. Donc, en soi, c'est sans doute 3000 litres de trop. Mais il suffit de se retourner n'importe où pour se rendre compte que 3000 litres de gasoil, c'est quand même pas grand-chose par rapport
à tout ce qui se passe autour de nous, et que de pointer cet événement-là, et on est ici avec les acteurs de la montagne, mais on est souvent érigé un petit peu en symbole de ce réchauffement climatique. On est l'ours blanc sur la banquise. C'est pas de la faute de l'ours si la banquise est fond, mais c'est l'ours qui en est le principal victime, la principale victime. Et oui, on doit faire mieux. Oui, on doit aller plus loin dans notre transformation, dans nos modèles de demain, dans la façon dont on envisage la montagne. Mais c'est aussi arriver à prendre conscience que tout n'est pas de la faute de l'ours. Mais quand on voit effectivement que sur la Coupe du Monde de ski, je crois que c'est 7 épreuves qui ont été annulées cette année pour faute de neige, on se dit, même si on continue de mettre de la neige artificielle, etc., il y a quand même un problème qui va se poser. Et est-ce qu'il faut pas changer? Est-ce que les décisions sont en train d'être revues? Est-ce que sur les destinations, il y a quand même une réflexion qui est faite sur l'altitude, sur la température? Est-ce que voilà, l'idée c'est... Il y a une réflexion qui est faite et je suis bien placé pour en parler. J'ai participé pendant des années à une course en Allemagne qui s'appelle le Biathlon of Schalke. Et c'est une course de biathlon dans le stade de foot de Schalke, qui est enneigé artificiellement et qui est un événement auquel j'ai adoré participer, qui était fantastique. Mais aujourd'hui, en tant qu'athlète, en tant qu'amateur de sport, je trouve que cet événement est totalement décorrélé et n'a plus sa place dans l'industrie des sports d'hiver. A l'inverse, on parle de quelques camions de neige aussi pour le Grand Bornand. Le Grand Bornand est une station de moyenne montagne, mais qui, pour y amener mes filles skier tous les week-ends, qui est encore largement enneigé, qui permet encore largement de profiter des joies du ski. Et en l'occurrence, le raisonnement n'est pas du tout le même. Et je pense que toutes les fédérations prennent en compte, parfois sans doute trop lentement, mais on ne peut pas demander à une industrie, et c'est le cas pour l'industrie du sport de haut niveau, mais c'est aussi le cas pour l'industrie de la montagne, de se transformer en un an. L'acceptabilité sociale de tout ce qui se passe, elle est extrêmement rapide, ce changement-là, ce bouleversement-là. Et les camions au Grand Bornand, ça fait 10 ans qu'ils transportent de la neige, depuis la première Coupe du Monde en 2013, et ils n'ont jamais choqué personne jusqu'à cette année. Et cette année, il y a eu un raz-de-marée sur ces quelques camions qui ont charrié de la neige. Et on ne peut pas demander à une industrie en quelques mois de changer du tout au tout. Donc oui, les fédérations prennent ça en compte. Et encore une fois, Fabien pourra nous parler de ce qui est mis en place au sein même des fédérations nationales pour faire évoluer et tout ça. C'est pris en compte, ça ne va pas assez vite. Mais comme tout ne va pas assez vite, mais oui, c'est en ça que c'est parfois dur pour les athlètes, c'est d'avoir le sentiment qu'on a les yeux fermés, qu'on n'en a rien à faire. Et je crois que c'est partagé par une grande partie des acteurs de la montagne. Non, ce n'est pas des sujets qui nous passent au-dessus de la tête. On est les premiers impactés et on est souvent les premiers sensibilisés à ça. Donc il faut aller plus vite, il faut aller plus loin, mais croyez-nous qu'on avance et qu'on essaie de faire bouger les choses. Et si on veut justement parler des solutions, parce qu'on parle toujours beaucoup des problèmes, quelles sont les pistes? Parce que c'est aussi ce que tu dis dans ton livre, en fait, on n'a pas de réponse. Et on a le sentiment qu'en fait, on n'avance pas ou on ne propose pas autre chose dans la transformation des modèles de la montagne, parce qu'on n'a pas les réponses. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui, en fait? Alors, j'ai donné un exemple tout simple, parce que c'est vrai que je parlais un petit peu conceptuel. Rentrer dans le concret, des fois, ça fait du bien. La Coupe du Monde de biathlon, l'an dernier, c'était 10 étapes, elle commençait fin novembre. Cette année, c'était 9 étapes et elle commençait début décembre. Alors c'est peut-être un petit signal, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises dans cette salle qui prennent 1/10 de leur chiffre d'affaires et qui le mettent de côté pour avancer sur des considérations climatiques. Ça, c'est compensé par quelque chose ou c'est accepté de perdre? C'est accepter de se couper un pied, pas la jambe, mais de se couper un pied parce qu'on se rend bien compte que financièrement, ça devient compliqué de gérer ces stocks de neige, de les déplacer, ça a un coût. Mais surtout, socialement, ça devient plus faisable. Et ça, en fait, c'est quelque chose avec lequel on doit évoluer, quelque chose avec lequel on doit vivre. Alors, moi, je suis persuadé que les sports d'hiver ont encore de très belles années devant eux, mais qu'il faudra bien sûr s'adapter on le voit, hein, les personnes qui coupent les câbles des canons à neige à la Clusaz. Donc, on arrive à un moment où on doit tous montrer patte blanche
pour encore une fois faire mon parallèle avec l'ours, pour montrer justement que c'est quelque chose qu'on prend en considération et qu'il y a des actes au-delà des discours. Emmanuel, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Quel est toi, ton levier, c'est plutôt la finance. Tu essaies de montrer que effectivement tout ça a un coût et que c'est peut-être ça l'argument qui va fonctionner et qui va être le plus efficace et le plus rapidement. C'est quoi le coût de la résilience, par exemple, sur une activité comme les sports d'hiver à la montagne? Comment la montagne, on cherche des solutions. Alors, comment elle pourrait se développer de manière plus soutenable? Est-ce que vous avez des réflexions au sein de l'ISSB sur le secteur de la montagne? Non. Ça ne veut pas dire que moi, j'en ai pas. Mon mémoire de recherche à la sortie de mon école, c'était les modèles de développement des stations de ski. Donc tu vois, j'étais quand même assez câblé montagne. Mais non, on fait pas ça au niveau de la finance mondiale. En revanche, je suis vraiment persuadé que la capacité de réinventer en fait un langage de l'économie dans lequel le climat a sa part, de même que plein d'autres choses l'ont aujourd'hui, ça va permettre de reconnecter les besoins des territoires avec ceux des entreprises et avec ceux de la finance. C'est pas simple, mais ça va se faire. Comme le dit Martin, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On va tous apprendre un nouveau langage déjà. Donc on va mettre 2, 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Mais il faut absolument qu'on l'apprenne. Et je crois vraiment, très profondément, que dans 10 ans, on le parlera tous économiquement. On l'a vu dans d'autres domaines. Et on le voit aujourd'hui dans plein d'entreprises qui ont adopté des coûts du carbone interne, de la mesure de carbone de tous leurs produits, qui ont commencé à mettre même des mécanismes d'incitation. Quand tu as un bonus, quand tu es commercial ou je sais pas où dans ta boîte, il y a plein d'entreprises désormais qui ont aussi des éléments de bonus qui portent sur des éléments d'environnement, de performance environnementale. Y compris parce que c'est de l'efficacité au sens tel qu'on la mesure avec la comptabilité aujourd'hui. La meilleure de l'absence des dépenses sur le plan environnemental, c'est de ne pas faire de dépenses, quoi, hein, c'est clair. L'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, enfin tout un tas de choses qui limitent les impacts sur l'environnement de nos activités humaines. C'est des réalités, ça existe dans plein de domaines, évidemment dans plein de territoires. Donc c'est des pistes de solutions. Je suis passé en venant de Grenoble, là, je me suis arrêté au col de Porte. J'ai appris à mes gamins à skier, et là, tu as un téléski de 1932. Le premier téléski installé, je pense, dans les Alpes à l'époque. Il tourne encore, il est tape-cul, il y a de la paille en dessous. Il tourne encore. Et c'est intéressant, c'est une station qui n'a absolument plus les moyens, il doit rester 3 ou 4 téléskis, qui n'a plus les moyens de se payer du neuf. Il travaille entièrement avec des pièces de rechange depuis 20 ans, quoi. Il remplace ça, et puis tu as toujours les petits Grenoblois qui viennent skier, apprendre à skier, comme mes gamins ont appris là, etc. Puis moi-même, il y a très longtemps. C'est un modèle. C'est évidemment pas le modèle du Grand Bornand, c'est pas celui de Valto, et c'est pas celui de Saint-Véran. Moi, j'ai un bout de terrier à Saint-Véran, dans le Cara, c'est à 2000 mètres d'altitude. Il y a une demi-douzaine de remontées mécaniques, il y a 300 habitants et 300 000 € de déficit tous les ans. Donc, je veux dire, il y a un moment, il va falloir faire autre chose. Donc, je ne crois pas que... en fait, il y a, pour simplifier, autant de cas qu'il y a de montagnes, quoi, d'altitude, d'orientation. Et il y a plein d'endroits où ça vaudra le coup d'investir dans des canons à neige. Il y a plein d'endroits où ce ne sera pas le cas. Au Grand Bornand, là, ils couvrent aussi les surfaces de neige là, pour leur faire passer l'été. Ils les récupèrent. On va développer plein de solutions. Mais oui, il faut aussi se projeter sur d'autres modèles. Il y a zéro doute. Mais en effet, l'acceptabilité, quand on parle d'acceptabilité sociale, en fait, c'est d'acceptabilité économique dont on parle. C'est-à-dire, c'est du revenu pour des territoires, et donc pour des habitants et pour des entreprises. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à placer dans le temps long. La tragédie, c'est de pas regarder le temps suffisamment long. Et donc, moi, je trouve qu'il y a déjà plein de petits bouts de solutions en place. La question, c'est à quelle vitesse on arrive à les porter à l'échelle et comment, à la fois en relais de l'argent public, l'économie elle-même, qui a, mais franchement, 1000 fois plus d'argent
que l'argent public, qui est rare et qui le sera sans doute encore un peu plus demain. On parle, à partir du moment où on agit sur le secteur privé, on agit avec des dimensions qui transforment totalement. Enfin, c'est le secteur, en grande partie, le secteur privé qui a drivé nos modes de vie aujourd'hui. Et donc, la transformation de nos modes de vie de demain, elle va passer par le secteur privé. Je vois l'heure qui tourne et j'imagine que pas mal de personnes dans la salle ont envie de poser des questions, si je ne me trompe pas, avant de passer à la conclusion. Je sais qu'il y a notamment des directeurs d'office du tourisme, de stations. Je ne sais pas s'ils veulent rebondir, si on peut leur passer des micros. On n'est pas encore prêt, donc on peut continuer de... Bon, en attendant que ça se mette en place, mais je voulais peut-être un petit peu conclure notre entretien avant de passer le relais. Pour revenir sur des considérations peut-être un petit peu plus philosophiques, Martin, il y a quelques mois, on s'est vu sur les sommets, je t'ai interviewé et on a beaucoup parlé notamment de ta carrière de biathlète. Et il y a quelque chose qui était très beau que tu as dit quand on t'a posé la question de comment on faisait en fait pour rester motivé et pour avoir encore envie d'aller chercher des victoires et continuer de skier en fait quand on avait déjà tout gagné, quand on avait déjà tous les records possibles et que c'était plus telle Coupe du Monde ou tel JO qu'on visait. Et tu m'as parlé de l'esthétique. Tu m'as dit maintenant faites ce que je vise, ou à la fin de ta carrière en tout cas, c'était la beauté du geste, l'esthétique. Voilà, et je me demandais si la montagne, pour revenir à la montagne, c'était pas ça en fait, c'était pas un endroit où on était obligé d'une certaine manière de se recentrer sur la simplicité, sur la beauté. Ouais, et comme le disait Emmanuel en début d'intervention, aussi en tout cas pour moi, un endroit nécessaire pour me sentir tout petit. Je suis dans un système depuis 10 ans où je suis beaucoup sollicité, beaucoup adulé, félicité, encouragé. Et finalement, en montagne, t'es pas grand-chose. Et en tout cas, pour moi, c'est un équilibre de monter là-haut pour pouvoir redescendre avec